Bien, bonjour et bienvenue à tous de nouveau. La semaine dernière, nous reprenions tant mal que bien nos travaux après une interruption qui sonnait un petit peu comme un coup du sort. Je me suis au demeurant surprise à observer l'ironie de ce même sort qui a voulu que je vous ai, comme vous savez, parlé assez fréquemment des lunettes à travers lesquelles nous lisons Confucius et ses entretiens, et que je suis contrainte de vous parler depuis la dernière fois à travers des lunettes noires. Alors donc ça n'arrange pas tellement nos affaires. Avant de commencer, je voulais vous faire quelques annonces et vous préciser certaines choses. Pour ceux d'entre vous qui sont encore un petit peu égarés entre les différents sites du Collège de France, je reprécise que les cours du jeudi matin de 11h à midi ont toujours, comme d'habitude, lieu ici, sur le site Marcellin Berthelot, comme ça a toujours été le cas, alors que depuis cette année, les séminaires du jeudi après-midi ont maintenant lieu de 15h à 18h, mais sur le site Cardinal Lemoine, qui est au numéro 52 de la rue du Cardinal Lemoine, donc au métro Cardinal Lemoine, c'est à peu près à 5-10 minutes à pied d'ici. Et c'est là que se trouve, et je le signale pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par la recherche, c'est là que se trouvent toutes les bibliothèques orientalistes du Collège de France, y compris donc la bibliothèque de l'Institut des hautes études chinoises du Collège de France. Bien, donc la seconde annonce concerne donc quelque chose qui va se passer dans un peu moins d'un mois maintenant. Je recevrai un conférencier invité, le professeur Miura Nobutaka de l'université Chuo de Tokyo au Japon, qui viendra nous faire deux conférences ici donc à Marcellin Berthelot, en principe dans la salle 5, sur les intellectuels francophones du Japon moderne et contemporain. Monsieur Miura est parfaitement francophone, de la même façon que le professeur Kobayashi, qui est venu faire des conférences au collège au mois d'octobre, au mois de novembre, pardon. Le professeur Miura est non seulement un francophone, mais bien sûr un francophile et un spécialiste essentiellement des études françaises, mais il s'intéresse aussi aux problèmes d'interculturalité. Et donc, il nous parlera le jeudi 21 février à 11h du cas de Nakae Chōmin, donc un très grand intellectuel japonais qui a vécu de 1847 à 1901 et qui a d'ailleurs été parmi les premiers intellectuels japonais à introduire la pensée de Jean-Jacques Rousseau au Japon et par répercussion en Chine. Et le jeudi suivant, le jeudi 28 février, toujours à 11h,
Monsieur Miura nous parlera du cas de Kato Shuichi, qui a donc vécu entre 1911 et 2008. Donc c'est quelqu'un qui aura véritablement traversé tout le XXe siècle. Donc, je disais que la semaine dernière, nous avons repris le fil de notre propos sur Confucius ressuscité, avec un grand point d'interrogation. Je vous rappelle que c'est l'intitulé du cours de cette année. Confucius ressuscité, point d'interrogation, qui vient lui-même dans le droit fil de notre cycle sur Confucius revisité, à la fois par des déconstructionnistes et par des reconstructeurs. Et comme je le rappelais également la dernière fois, la thèse des déconstructeurs les plus radicaux, qui se dénomment eux-mêmes en anglais les revisionists, les révisionnistes, cette thèse radicale, c'est que le c'est-à-dire donc ce que nous appelons en français les entretiens de Confucius, ce texte n'a pas pu se fixer en tant que livre, c'est-à-dire en tant qu'entité textuelle à peu près stabilisée, ou encore, en d'autres mots, comme un ensemble relativement stable de pian, comme nous l'avons rappelé la dernière fois. C'est le premier caractère que vous avez sur la diapositive, ce que nous appelons, nous, des chapitres, qui eux-mêmes fixent un certain nombre de zhang, donc deuxième caractère sur la diapositive, ou unité textuelle, et comme nous l'avons vu, donc unité textuelle extrêmement mobile. Donc, cette thèse, je disais, voudrait que le ne se soit pas fixé donc comme livre avant le milieu des Han antérieurs. Je vous rappelle toujours, donc, pour mémoire, ce tableau de repères historiques où vous avez donc en rouge le personnage qui nous intéresse de plus près, à savoir Confucius, qui aurait vécu entre 551 et 479, c'est-à-dire entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne, et cette fameuse dynastie Han qui a duré 4 siècles, conventionnellement entre 206 avant l'ère chrétienne et 220 de l'ère chrétienne. Et vous voyez sur ce tableau que cette dynastie s'est subdivisée donc en deux grandes parties qui sont interrompues par un bref interrègne, celui de Wang Mang, entre 9 et 25, au tout début de l'ère chrétienne. Donc avant, vous avez ce qu'on appelle les Han antérieurs ou occidentaux, en chinois les Xihan, qui occupent en gros donc les 2 premiers siècles avant l'ère chrétienne, et ensuite, après cet interrègne, vous avez les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne qui sont occupés par les Han postérieurs ou orientaux, donc en chinois les Donghan. Donc, il s'agit pour nous justement de faire le lien entre le vivant de Confucius, donc dans l'Antiquité, au 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, et cette dynastie Han, puisque c'est la question sur laquelle nous sommes restés donc à la fin du cours de la semaine dernière, c'est au fond
est-ce que Confucius et ses entretiens ne seraient pas, pour dire les choses très sommairement, une sorte d'invention ou de construction de cette dynastie Han qui a véritablement posé les fondements de l'ordre impérial chinois. Donc, selon cette thèse déconstructionniste ou révisionniste, le Yu, en fait, ne se serait pas constitué en livre avant donc les environs de 150 avant l'ère chrétienne, ce qui nous situe, et là je l'ai mis en rouge ici également, c'est-à-dire vers le début du règne de l'empereur Wu, en chinois donc Han Wudi, qui a régné entre 141 et 87 avant l'ère chrétienne. Alors le règne de l'empereur Wu est un règne extrêmement marquant puisqu'il s'agit d'un empereur à la fois conquérant, c'est lui qui a étendu l'espace chinois de l'époque au nord jusqu'à la Corée et au sud jusqu'au Vietnam. Donc c'était à la fois un empereur conquérant et un empereur également avec une très grande vision politique, autrement dit un véritable homme d'État, ce qui n'est pas arrivé très très souvent finalement dans l'histoire chinoise, notamment dans l'histoire impériale, puisque évidemment le principe de la succession héréditaire ne vous garantit nullement donc la qualité et la compétence des souverains en place. Donc c'est cette thèse révisionniste qui a été soutenue tout récemment, c'est-à-dire en septembre 2012 très exactement, sous forme de thèse doctorale, ce que les Américains appellent un PhD, par un jeune sinologue américain que vous avez ici, donc Michael Hunter, Mick Hunter pour les intimes, qui a soutenu sa thèse à l'université prestigieuse de Princeton. Et Michael Hunter a choisi d'intituler avec une ironie assez appuyée son travail de PhD Sayings of Confucius Deselected, c'est-à-dire donc une désélection de propos de Confucius. Alors vous percevez peut-être la référence ironique à l'une des traductions les plus répandues du titre du Yu, un des entretiens en anglais, The Analects, c'est donc les anglophones se réfèrent à un terme grec et le traduisent par Selected Sayings of Confucius, c'est-à-dire donc propos choisis de Confucius ou sélection de propos de Confucius. Or, notre jeune Michael Hunter, donc, lui choisit de parler de désélection de propos de Confucius. Alors, selon un révisionniste assez radical comme Mick Hunter, donc, le Yu aurait été ainsi compilé par des auteurs des Han antérieurs. Je reviens à mon tableau. Donc, aux alentours de l'an 150 avant Jésus-Christ, à l'attention donc d'un lectorat contemporain, c'est-à-dire d'un lectorat des Han antérieurs, en ayant à l'esprit donc les préoccupations politiques et intellectuelles de l'époque, c'est-à-dire une époque où commence à se mettre en place le nouvel ordre sociopolitique d'un empire centralisé. Alors, pour ce faire,
ces compilateurs du Lun auraient sélectionné dans la vaste littérature antique, pré-impériale, littérature donc associée à la figure de Maître Krong, qu'on connaît donc en Occident sous le nom de Confucius. Ils auraient donc sélectionné des fragments susceptibles d'illustrer leurs propos, tout en les faisant précéder donc de la formule devenue canonique Ziyue que vous avez en haut de la diapositive et qui veut dire donc le maître dit, afin de conférer à ces propos une nouvelle autorité. Comme je le rappelais précédemment, donc Ziyue, comme en chinois, notamment en chinois ancien, vous n'avez pas d'article défini ou indéfini qui précède le nom ou le substantif. Ziyue, ça pourrait tout simplement vouloir dire donc un maître quelconque dit. Mais dans l'interprétation donc de ces révisionnistes, Ziyue voudrait bien dire le maître, l'unique, à savoir donc Confucius, dit, et c'est donc une formule canonique qu'on aurait placée devant certains propos pour leur conférer une autorité nouvelle. Alors, quant à la formule que vous avez en dessous, Krong Ziyue, là vous avez une précision en plus, on vous précise le nom du maître en question, donc maître Krong dit, ou alors vous pouvez avoir des variantes avec différentes appellations associées donc à Confucius. Vous pouvez avoir aussi Zhongniyue, vous avez ça en troisième position sur la diapositive. Alors toutes ces formules sont suivies d'un propos attribué à Confucius et rapporté au discours direct, c'est-à-dire donc vous avez le maître dit, ensuite nous dirions en français ouvrez les guillemets, et ensuite vous avez un propos qui est soi-disant rapporté au discours direct. Alors toutes ces formules se retrouvent aussi bien dans des textes qui nous ont été transmis par la tradition et que nous avons maintenant donc en version imprimée, ou bien également dans des textes, enfin plus exactement des manuscrits qui ont été retrouvés par exemple dans des tombes. Alors ces textes et ces manuscrits représentent des sources extrêmement diverses qui peuvent être aussi bien des traités que des commentaires ou bien même des édits impériaux. Dans des édits impériaux, vous retrouvez de temps en temps cette formule, Ziyue, pour conférer donc une certaine autorité donc, à un édit impérial. Ça peut être également des mémoires, des écrits historiques ou même tout un foisonnement de recueils d'anecdotes. À telle enseigne qu'on peut se demander donc si le Lun, en tant que florilège privilégié de l'enseignement de Maître Krong, c'est-à-dire en tant que morceau choisi, on peut se demander si ce texte ne serait pas une pure et simple invention des Han, puisque selon cette thèse révisionniste, au fond, sous les Han antérieurs, on a mis ensemble des fragments qui flottaient ça et là dans tous les textes disponibles à l'époque pour en faire une espèce de florilège. Et chaque propos, on les a fait précéder de la formule donc Ziyue, le maître dit, pour en faire donc une sorte de morceau choisi de l'enseignement de Maître Krong. Et donc, si nous poursuivons le raisonnement, si le Lun est une compilation qui date bien du milieu des Han antérieurs et qui reflète donc
les préoccupations politiques de ce nouvel ordre politique impérial qui se met en place, est-ce qu'il ne faut pas pousser encore plus loin en émettant l'hypothèse que Maître Krong lui-même est comme je l'ai dit tout à l'heure, une invention des Han, c'est-à-dire que son placement sur un piédestal a été appelé lui aussi par donc les besoins spécifiques à ce nouvel ordre impérial centralisé. Alors, une telle question, comme je le rappelais encore la semaine dernière, est plus que jamais d'actualité au moment où, comme vous le savez bien et comme nous l'avons rappelé pendant plusieurs années, au moment précis où actuellement Confucius se trouve une fois de plus ressuscité et pour une large part instrumentalisé par un nouveau pouvoir en place, ainsi que donc nous l'avons vu en commençant il y a 4 ans. Alors, à cette thèse révisionniste, défendue principalement, donc, et là vous allez voir que le débat est véritablement maintenant un débat globalisé. Donc, la thèse révisionniste est défendue principalement dans des milieux sinologiques anglophones. Alors, qu'ils soient américains, australiens, je vous redonne la liste de... Enfin, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive du tout, mais ça vous donne une idée un petit peu du degré de globalisation du débat. Vous avez ces sinologues anglophones qui peuvent être américains, qui peuvent être, alors là je viens de citer évidemment un des plus jeunes, donc Michael Hunter, mais vous avez aussi William Boltz, vous avez également Edward Shaughnessy, dont je rappelle encore une fois qu'il est professeur à l'Université de Chicago, qui viendra au mois de juin donner une série de 4 conférences, mais vous avez aussi des Australiens comme John Maycomb ici. Vous avez également des Européens, notamment allemands, mais qui exercent pour la plupart en milieu anglophone. Alors, vous avez par exemple en haut de la liste Martin Kern, vous avez Matthias Richter, que je citais encore la dernière fois. Donc, tous ces révisionnistes s'opposent farouchement enfin plus exactement à ces révisionnistes s'opposent farouchement donc les reconstructeurs, dont beaucoup sont des universitaires chinois de Chine continentale, qui sont eux partisans d'une vision au contraire continuiste de la tradition confucéenne dès l'origine. Et pour eux, pour ces reconstructeurs, le Lun existait bien comme livre dès les alentours de 400 avant l'ère chrétienne, puisque pour eux, ce livre aurait été très probablement compilé entre la mort de Zhengzi, que vous avez en deuxième position sur la diapositive, maître Zheng, qui est censé avoir été le plus jeune disciple de maître Krong. Donc, Zhengzi, qui est cité à plusieurs reprises dans dans les entretiens de Confucius, et on le cite également au discours direct. On trouve des propos placés dans la bouche de ce maître Zheng avec la formule Zheng Zi Yue, c'est-à-dire maître Zheng dit. Donc ce plus jeune disciple de maître Krong, on situe sa mort vers 430 avant l'ère chrétienne,
Et donc le Lun aurait été compilé à une date située quelque part donc entre moins 430, la mort de Zhengzi, et moins 380, date à laquelle on situe à peu près la mort de Mengzi, maître Meng, en français connu sous le nom de Mencius. Mencius, qui est une latinisation opérée également par les jésuites, au même titre que Kongzi a été latinisé en Confucius. Donc, pour ces partisans de la thèse continuiste, le Lun se serait constitué en livre bien plus tôt, bien avant les Han, quelque part donc entre 430 et 380, c'est-à-dire donc vers la fin du 5e et le début du 4e siècle avant l'ère chrétienne. Alors, pour les partisans donc essentiellement chinois donc de cette thèse conservatrice, qui sont au demeurant pour la plupart attachés à la préservation de ce qu'ils appellent eux-mêmes les études nationales. En chinois, le guoxue, et qui se revendiquent d'une certaine forme finalement de nationalisme culturel. Alors pour ces tenants d'une thèse conservatrice, il y aurait une transmission continue entre Confucius, maître Krong que vous avez tout en haut du tableau, et son héritier spirituel à l'époque des royaumes combattants, c'est-à-dire donc au IVe siècle avant l'ère chrétienne, maître Meng, Mencius, en passant par le plus jeune disciple de Confucius, donc maître Zheng, Zhengzi, et également son petit-fils dénommé Zisi, que vous avez donc en troisième position sur la diapositive et dont on situe la mort aux environs de 420. Donc Zisi qui aurait été plus ou moins un contemporain de Zhengzi. Et c'est cette représentation continuiste, d'une filiation continue, qui est à l'origine de l'idée d'une école Simeng, ce qu'on appelle en chinois le Simeng Xuepai. Autrement dit, d'une école qui ferait le lien entre Zisi et Mengzi. Alors, ces partisans d'une filiation continue qui passerait par le petit-fils et l'héritier spirituel de Confucius voient une preuve dans les manuscrits exhumés des tombes depuis donc les 40 dernières années, c'est-à-dire finalement depuis l'époque de la Révolution culturelle, et ces manuscrits seraient pour eux datés du tout début du IIIe siècle jusqu'au milieu du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Donc ces manuscrits seraient pour ces conservateurs culturels représentatifs, donc serait une preuve tangible de l'existence de cette école Simeng. Alors, les textes manuscrits qui sont rattachés de gré ou de force à cette prétendue école constitueraient donc le chaînon manquant, en quelque sorte, entre l'enseignement originel vivant de maître Krong, qui serait selon eux recueilli dans le Lun, et les ouvrages classiquement connus du courant confucéen des royaumes combattants, que sont donc le Mengzi, le Mencius, et qui aurait été donc compilé
aux alentours du IVe siècle, avant l'ère chrétienne, et le Shunzi, attribué donc à Maître Shun, qui aurait été actif aux environs de 250 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire qui aurait été actif un siècle plus tard, au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, donc juste avant, on pourrait dire, l'instauration de l'ère impériale. On peut donc imaginer, comme le font désormais un certain nombre de sinologues spécialistes de l'époque Han, dont beaucoup exercent, nous l'avons vu, en milieu anglophone, on pourrait donc imaginer qu'il y ait eu une multiplicité de conglomérats de récits, d'anecdotes et de citations, autrement dit de tout un folklore entourant le personnage de Confucius ainsi que d'autres maîtres de l'Antiquité, conglomérats qui circulaient dans le désordre au début des Han occidentaux, c'est-à-dire aux alentours du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, et dont les sources connues ne représentent sans doute qu'une toute petite partie. Donc ça, il faut garder tout cela à l'esprit de façon permanente, et il faut aussi garder à l'esprit que la transmission des textes n'était probablement pas le fait d'écoles. Nous avons tendance, en étant très influencés dans le contexte européen qui est le nôtre, à raisonner en termes d'école, puisque nous restons beaucoup sur le schéma de l'Antiquité gréco-latine, et nous avons évidemment tous en tête l'Académie de Platon et le lycée d'Aristote, etc. Donc nous avons tendance à raisonner en termes d'école, et c'est d'ailleurs cela qui fait que justement imaginer ce Simeng Xuepai, cette école confucéenne ancienne qui ferait le lien entre Confucius et Mencius en passant par Maître Zheng et le petit-fils Zisi, ça a tout l'air d'une construction un petit peu, comment dire, rétroactive ou rétro-projetée, et en plus, en fait, inspirée justement du modèle de l'Antiquité gréco-latine, justement des écoles de pensée. Alors, il faut donc garder à l'esprit que cette transmission textuelle ne se faisait probablement pas par le biais d'écoles, mais par le biais de ce que le sinologue américain dont je rappelais le nom tout à l'heure, donc William Boltz, que vous avez en 2e position sur la liste ici. Boltz appelle cela donc des practitioner lineages, hein, c'est-à-dire donc plutôt des lignages ou des lignées de praticiens. Hein. Et en cela, William Boltz s'appuie assez lourdement sur les travaux de ses collègues américains qui sont également spécialistes donc, de l'Antiquité tardive et du début des Han. Alors j'ai nommé donc Michael Nyland, que vous avez ici en bas de la diapositive, qui est une grande dame des études Han. Et j'appuie sur le mot grande, mais également dame, puisque Michael Nyland pourrait vous faire penser à un monsieur. Donc là, j'insiste lourdement sur le fait que c'est une femme. Et également son collègue de l'université de Berkeley en Californie, Mark Csikszentmihalyi, donc d'ascendance hongroise. Et j'ai en parlant justement avec des collègues hongrois, essayer justement d'apprendre la prononciation correcte de son nom. Donc, il faut entendre par
practitioner lineages, donc des filiations, des lignées qui transmettaient non pas des textes figés, mais des pratiques vivantes et en constante évolution. Il faut imaginer plus que donc une transmission qui se ferait de manière purement intellectuelle, une transmission qui serait un petit peu de l'ordre, pour vous donner un peu une image des choses, une transmission qui se ferait de maître à disciple, comme cela se fait dans l'apprentissage justement des métiers. Quand vous êtes un apprenti auprès d'un maître, que ce soit en orfèvrerie ou en menuiserie, en ébénisterie, que sais-je, à un moment donné justement de votre parcours, vous êtes placé donc en apprentissage auprès d'un maître, c'est-à-dire donc de quelqu'un qui a accumulé de l'expérience, qui a un savoir-faire et qui vous le transmet. Non pas de manière théorique, mais qui vous montre comment on fait, comment on s'y prend avec un couteau, un ciseau, etc. Enfin, je veux dire, bon, et c'est ainsi qu'il vous fait rentrer le métier. C'est une expression qui est tout à fait imagée et qui vous dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'il vous fait rentrer le métier de manière dans les mains, dans le corps, autant que dans la tête. Alors, dans cette perspective, il est très possible que le texte du Leu se soit tissé, au sens très littéral du terme, un texte étant par étymologie un textile ou un tissu de mots ou de phrases. Donc, que ce texte du Leu se soit tissé en croisant des fils avec d'autres textes également en phase de tissage. Je viens d'évoquer donc la métaphore artisanale de l'apprentissage, et là nous pouvons la reprendre justement dans le domaine du tissage, et c'est précisément ce que cherchent à démêler les études actuelles d'intertextualité que nous avons évoquées précédemment et auxquelles s'adonnent notamment donc nos collègues d'origine allemande, mais très souvent donc installés en milieu anglophone. Et là, j'en profite pour rappeler justement la misère de nos études sinologiques en Europe, qui évidemment ont de moins en moins la cote auprès de nos décideurs politiques, ce qui est vraiment dommage, puisque nous perdons beaucoup de nos collègues européens au profit donc des institutions anglophones. Alors, vous aurez sans doute remarqué que depuis 4 ans, je vous entretiens des entretiens sans avoir encore jamais parlé de la biographie de Confucius. Alors là, je sens que vous dites donc, c'est pas trop tôt. Alors, la raison en est que, pour commencer, j'avoue que je n'étais pas très tentée de vous présenter les choses à la manière vénérable, mais quelque peu datée tout de même, du Lagarde et Michard de notre jeunesse. Vous savez, le topo Confucius, sa vie, son œuvre. Mais la véritable raison, c'est que, comme vous l'aurez compris maintenant, il est carrément devenu impossible de présenter les choses de cette façon. Et je crois que même le Lagarde et Michard est un petit peu passé au musée des Antiquités, si j'en crois donc les études de mes filles. Alors, si l'œuvre de Confucius se résume au seul texte qui lui soit attribué nommément,
à savoir le Leu, donc les entretiens, nous avons entre nous suffisamment fait la constatation que actuellement nous ne pouvons plus le considérer tranquillement comme un livre attribuable à un auteur qui serait Confucius, ou en tout cas les disciples qui ont pris des notes de son enseignement, mais que nous sommes devant un vaste chantier à ciel ouvert dans lequel tout le monde, et quand je dis tout le monde, je le dis au sens littéral, le monde entier pioche à qui mieux mieux. Là, nous voyons que même nos plus jeunes chercheurs, j'ai nommé tout à l'heure Michael Hunter, mais j'avais cité précédemment Oliver Weingarten, qui, comme son nom l'indique, peut-être est lui aussi allemand d'origine, mais qui a fait sa thèse de PhD à l'université de Cambridge en Angleterre. Bon, donc tout le monde pioche dans ce vaste chantier, sans qu'il soit possible de s'en faire donc une idée d'ensemble à peu près cohérente. Alors, je suis navrée de devoir vous annoncer que pour ce qui est de la vie de Confucius, c'est encore plus compliqué. Alors, c'est un fait bien connu que la toute première biographie de Maître Krong, alors je mets le mot biographie entre au moins 8 paires de guillemets, cette toute première biographie, et c'est celle qui a inspiré donc toutes les biographies et les représentations de la vie de Confucius qui ont suivi, c'est celle qui figure dans le fameux Shiji, ou Mémoires historiques de Sima Qian, de l'historien Sima Qian, dont vous avez les transcriptions et les caractères chinois ici sur la diapositive. Sima Qian qui serait mort donc aux environs de 86 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc qui aurait vécu au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Donc cette biographie, entre 8 paires de guillemets, vous la trouvez au chapitre 47 du Shiji. Alors je rappelle, et c'est là l'occasion de rappeler la grande tradition sinologique française qui s'est déroulée en grande partie ici au Collège de France. Je rappelle que le Shiji, donc les mémoires historiques, a été traduit en partie par donc, le grand sinologue français Édouard Chavannes, qui a vécu donc de 1865 à 1918. Édouard Chavannes, que la sinologie mondiale reconnaît comme un pionnier de la sinologie moderne et qui a été élu à l'âge de 28 ans, donc ici il a été élu professeur ici au Collège de France en 1893. Donc, Édouard Chavannes est celui qui a donné ce titre français donc au Shiji, Mémoires historiques, et donc ce chapitre 47 fait partie donc de ce qu'a traduit Chavannes. Donc vous pouvez facilement consulter donc ce chapitre 47 en français, traduit intégralement, et vous pouvez même y accéder en libre accès donc sur Internet, puisque cette traduction de Chavannes donc a été numérisée donc et mise en accès libre sur Internet. Alors, donc, si la composition de ces mémoires historiques, je dis, peut donc être située aux environs de l'an 100 avant l'ère chrétienne, cela signifie que cette biographie de Confucius a été rédigée près de 4 siècles
après la mort de l'intéressé, qui est daté traditionnellement, je vous le rappelle, de 479 avant Jésus-Christ. Or, c'est cette biographie, entre guillemets, que l'on retrouve peu ou prou dans toutes les introductions à Confucius, donc dans les Vulgates qui concernent Confucius, que j'ai également, je le reconnais, contribué à véhiculer, et d'une certaine manière, ce que je fais avec vous ici maintenant, c'est une sorte de, comment dire, de remise en question personnelle de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui est tout à fait roboratif. Alors, selon cette Vulgate, notre Confucius serait né donc au pays de Lô, que vous avez ici en 4e position sur la diapositive, qui est un lieu situé près de l'actuel Qufu, dans l'actuelle province du Shandong, à l'est de la Chine. Alors, je vous rappelle comment se présente la Chine actuelle. Là, vous avez une carte de la Chine physique, avec cette, voilà, enfin, les contours de la Chine actuelle. Et donc, par comparaison, donc, la façon dont, de façon très schématisée, dont se présentaient les diverses principautés aux alentours du 5e siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc à peu près à l'époque du vivant de Confucius. Donc, vous avez votre principauté donc de Lô. Elle est tellement petite que oui, voilà. Donc ici, qui est donc, vous le voyez, donc on pourrait dire, elle fait partie actuellement de cette avancée dans la mer qui est cette province du Shandong actuellement. Alors, nous avons vu il y a 2 ans que ce site de Qufu, donc, qui est censé être proche du lieu de naissance de Confucius, fait maintenant l'objet justement de toutes les attentions des autorités à la fois nationales et régionales. Maintenant, la ville de Qufu, qui fait partie des circuits touristiques, d'ailleurs certains d'entre vous le connaissent peut-être, est devenue un site évidemment extrêmement prospère, puisque maintenant, avec le retour de Confucius, on pourrait dire que c'est un site privilégié en Chine où je vous ai montré également des photos dont vous vous souvenez peut-être, justement maintenant de cérémonies reconstituées, de cultes, comment dire, qui se passent devant les caméras de télévision et qui sont pratiquées en costume soi-disant d'époque, par des figurants qui portent tous des baskets Nike, donc de culte dans le temple de Confucius. Alors, près de cette ville de Qufu se situe donc une espèce de colline qui ressemble plutôt en fait à un monticule et qui s'appelle donc la colline de Ni, c'est-à-dire en chinois Nishan, par référence à l'appellation de Confucius, donc Zhongni. Donc cette colline de Nishan, on y accède, et là je vous remontre quelques photos que certains d'entre vous ont déjà vues. On y accède par cette route
qui vous indique donc la direction de Nishan ici, donc avec une signalétique de site touristique. Alors, quand on approche de cette colline, vous voyez que vraiment, bon, il s'agit d'un espèce de petit monticule. On voit qu'il y a ici donc une espèce de stèle, hein, et quand on s'approche, on voit qu'à la base de cette colline, il y a une espèce de trou, hein, qui, et c'est ce que vous indique la stèle, qui s'intitule donc qu'on a baptisé le Fuztong, hein, c'est-à-dire donc la grotte du maître. Et c'est donc ce titre de Fuz, hein, de maître, qui est, en étant accolé au nom de famille de Confucius, Krongfuz, qui a été donc latinisé en Confucius. Alors, c'est là, donc, qu'on a décidé, parce que je crois qu'il s'agit d'un décret officiel du gouvernement chinois actuel, on a décidé que c'était là le lieu précis de la naissance de Confucius, et vous voyez que nous avons une sorte de mise en scène, hein, d'un lieu saint, hein, une sorte au fond de Bethléem chinois, quoi. Alors, ce Bethléem chinois, hein, qui est devenu un véritable lieu de pèlerinage, hein, vous le voyez de vos propres yeux, c'est vraiment un vulgaire trou qui a été aménagé dans la roche. Hein, on voit même que ce n'est pas un trou naturel, hein, on voit que c'est cimenté autour, etc. Hein, et c'est donc censé être l'équivalent de la crèche du petit Jésus. Hein. Alors, nous avons vu aussi que ce lieu ostensiblement empreint de pauvreté et d'humilité, par référence à son glorieux modèle, donc, est assorti d'une institution qui, elle, est en contraste complet avec cette pauvreté et cette humilité. Et cette institution, vous avez l'intérieur, donc avec bien sûr les caméras de télévision qui sont présentes. Enfin, je n'ai rien à dire parce que moi-même je fais face à une caméra, mais enfin, cette institution, on l'a appelée donc le Nishan Forum, hein, c'est-à-dire le forum de Nishan, en chinois donc le Nishan Luntan, et qui, comme vous le voyez, a été très officiellement lancé et financé à coût de millions, hein, de renminbi, donc de yuan chinois. Et cette institution se donne une dimension globalisée en organisant régulièrement, plus ou moins chaque année, un forum, hein, là je ne sais pas si vous voyez donc le titre, un forum on World Civilizations, hein, c'est-à-dire donc un forum sur les civilisations du monde, hein, rien que ça, excusez du peu. Hein. Alors, le propos affiché est de promouvoir le dialogue, hein, entre les civilisations du monde, de promouvoir les échanges culturels donc entre la Chine et le reste du monde, hein, à parité. Hein, vous avez la Chine, bon, et qui dialogue avec le reste du monde. Et l'un des objectifs affichés est également la construction d'un monde harmonieux. Hein, donc là, vous retrouvez un des mots-clés donc, qui fait partie donc, des slogans récurrents donc, du gouvernement actuel. Vous avez ce fameux mot de Hexie, donc de l'harmonie. Hein. Alors, le premier forum, hein, de cette glorieuse institution
a été tenu donc en septembre 2010 et il était consacré, comme par hasard, donc au dialogue entre confucianisme et christianisme et centré sur le thème, je cite, l'harmonie dans la diversité pour un monde harmonieux, bon, avec en entrée de jeu donc une déclaration d'harmonie que vous voyez ici et qui a été donc, comme vous le voyez, signée par les participants. Là donc nous baignons dans l'harmonie universelle. Alors il s'agissait de toute évidence de faire du confucianisme un égal du christianisme. Alors le christianisme, comme nous l'avons vu, entendu surtout par donc les pasteurs protestants américains, et il s'agissait aussi d'étendre ce slogan préféré des dirigeants chinois actuels de société harmonieuse, que je vous ai montré tout à l'heure, de He Xie Hui, donc à l'échelle mondialisée. Alors, ce que je m'apprête à faire avec vous maintenant, c'est de filer ce, comment dire, ce parallélisme entre donc l'enseignement attribué à Confucius et l'enseignement attribué à Jésus, mais comme vous allez le voir, dans une direction totalement différente. Je faisais allusion il y a quelques semaines à justement ces péricopes que l'on trouve dans l'Évangile. Je vous relisais cette péricope très fameuse de la femme adultère, et nous allons voir que finalement dans le texte du Luan Yu, nous avons également, on pourrait parler également de certaines péricopes. Alors, je vais m'arrêter aujourd'hui ici avant justement de continuer sur... alors, rassurez-vous, dans le Luan Yu, nous ne trouvons pas de péricope sur la femme adultère. C'est quand même beaucoup plus moral. On pourrait dire que le Luan Yu est plus moral que les évangiles. Mais merci de votre attention et à la semaine prochaine, j'espère.